Salut à toutes et à tous, vous regardez le média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris D, Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, au sommaire, 2 sujets. Le conflit israélo-palestinien et le triomphe trop bref de Joe Biden, qui avait à peine eu le temps de se vanter de son rôle dans la trêve entre Tsahal et le Hamas, qu'une séquence terriblement violente s'ouvrait dans un contexte de peur panique au sein de l'administration américaine quant au jour d'après la boucherie en cours, dans un contexte de tension et de censure dans les universités, à Hollywood, dans les médias aussi. On parlera également de la bataille de l'intelligence artificielle avec la crise à OpenAI, la firme à l'origine de ChatGPT, et les stratégies de conquête de Microsoft, Google et Meta, la maison mère de Facebook, au-delà d'une folle histoire, jusqu'où ira l'impérialisme numérique américain. Bonjour Chris. Bonjour à tous. Commencer de but en blanc par te poser une question. Est-ce que les États-Unis, est-ce que l'administration Biden maîtrise encore quelque chose dans ce qui se passe au Proche-Orient? Est-ce qu'ils ont le pouvoir, le moindre pouvoir sur Benjamin Netanyahou? Oui, la question, c'est surtout de savoir s'ils veulent faire quelque chose. Et on voit que Biden, en fait, historiquement, c'est quelqu'un qui est très pro-Israël et qui n'a pas vraiment une détermination importante. Il a donné une carte blanche un peu au début à Netanyahou et au gouvernement israélien, sans mettre de ligne rouge réelle et simplement en demandant de minimiser les pertes civiles. Et en fait, malgré toutes les pressions qui s'exercent sur lui aux États-Unis de la part de son électorat en particulier, il n'a pas vraiment changé sa ligne. Et il s'est félicité de l'accord qui a permis l'échange d'otages et de prisonniers. Mais en même temps, les membres de son administration s'inquiétaient que cette pause laisse l'opportunité à des journalistes d'aller voir tous les massacres et les dégâts qui avaient été causés par la première phase des combats, et que ces images retournent l'opinion américaine fortement contre le soutien à Israël. Donc la préoccupation de son administration, c'était plutôt d'éviter qu'il y ait des mauvaises images qui arrivent aux Américains, plutôt que d'arrêter les combats. Donc on voit que c'est plus une question de volonté. Et en fait, en termes de levier, il y a pas mal de choses qu'ils pourraient faire. D'abord, il y a le fait qu'ils ont livré des nombreuses bombes de plus d'une tonne à l'armée israélienne. Donc en fait, ils continuent de fournir des armes alors que le conflit se poursuit. Donc ils alimentent en fait la machine de guerre israélienne, et ils refusent de prendre tout un tas de sanctions qu'ils pourraient faire. Donc il y a les votes à l'ONU, il y a les sanctions économiques qui pourraient être mises en place, et au minimum, le fait d'arrêter de fournir des armes à l'armée et de suspendre l'aide annuelle qui est normalement attribuée à Israël, autour de 4 milliards par an, qui est surtout une aide militaire aussi. Donc il y a beaucoup de leviers en théorie, et en pratique, on a vu qu'en 2021, quand il y avait une opération israélienne contre Gaza déjà, c'est Biden qui avait mis fin à cette opération par un coup de téléphone à Netanyahou. Alors, ce n'était pas le premier, c'était une suite d'échanges, bien sûr, mais lors du dernier coup de fil, il lui avait dit, bon là, ça suffit, il n'y a plus de... Il y a plus de, il y a plus de justification, il n'y a plus de place pour de nouvelles frappes. Donc on arrête maintenant, tu es arrivé au bout de la séquence là. Et ensuite, Netanyahou a arrêté. Donc il y a des précédents qui montrent que c'est possible, même si c'est vrai que historiquement, les présidents américains ont eu très peu d'influence sur la politique israélienne, en particulier la colonisation. Mais quand c'est des conflits armés, il y a quand même des leviers et des précédents qui suggèrent que Biden pourrait obtenir beaucoup de choses de la part d'Israël.
Parce qu'effectivement, on a l'impression que quelque chose s'écrit dans l'histoire de l'humanité, que ce qui se passe à Gaza est absolument terrible et encore mal documenté. On a l'impression aussi que la Maison-Blanche fixe des lignes rouges à Tel Aviv, que Tel Aviv les franchit, que des diplomates américains s'en émeuvent, s'en inquiètent, mais que rien ne change. Oui, c'est d'autant plus curieux qu'il y a aux États-Unis, là, une majorité des Américains maintenant, disons, on va dire entre 50 et 60% selon les sondages des Américains, sont pour un cessez-le-feu permanent, et entre 60 et 80% selon les sondages des démocrates, sont pour un cessez-le-feu permanent. Donc il y a vraiment un décalage entre la politique de Biden, qui est un peu quelqu'un qui est resté prisonnier de son passé peut-être et des relations qu'il a établies avec les gouvernements israéliens successifs, plutôt que donc ce décalage avec ce que demande la société américaine et les images qui viennent bien sûr de la situation là-bas. Alors, on peut parler d'inquiétude, d'impuissance, d'immobilité stratégique au sommet des États-Unis. On peut aussi parler de censure généralisée dans un certain nombre de lieux d'éducation et de culture. Récemment, Dominique de Villepin a défrayé la chronique lors d'un passage sur TMC. La domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Chris, maintenant que la polémique s'est un peu calmée, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le fond de la thématique qui avait été évoquée avant que tout cela ne tourne au procès en antisémitisme. Est-ce qu'aux États-Unis, pays dont la conception de la liberté d'expression peut nous sembler trop large en France, la censure règne autour du dossier israélo-palestinien? Je pense aussi au monde du cinéma, de la télévision, mais aussi aux médias. Oui, bah, il faut voir d'abord que ce qu'a suscité les propos de Villepin, c'est un peu curieux parce que en le traitant d'antisémite, on a crédit de la thèse qu'aux États-Unis, le lobby juif, les Américains juifs contrôleraient la finance, les médias. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et on voit d'abord, par exemple, dans les médias, il y a beaucoup de journalistes qui se reconnaissent de confession juive ou donc qui sont juifs et qui sont plutôt pro-palestiniens. Et en fait, on voit que du point de vue des médias, c'est surtout les opinions varient surtout en fonction des opinions politiques en général. Les journalistes qui sont plutôt de droite sont très pro-israéliens et les journalistes plutôt de gauche sont plutôt sensibles à la cause palestinienne, voire très pro-palestiniens. Et ça, on voit ça aussi, il y a de nombreux artistes juifs qui sont des comédiens, des acteurs et des artistes qui sont très engagés pour la cause, au moins, disons, qui sont sensibles à la cause palestinienne et qui dénoncent la politique de Netanyahou. Donc, il n'y a pas vraiment de bloc unitaire comme ça. Par contre, ce qui est vrai, et c'est ce que pointait un peu De Villepin, peut-être implicitement, c'est qu'il y a une mécanique de censure qui se met en place aux États-Unis. Larry Summers, qui est lui-même d'origine juive, et donc un économiste, ancien secrétaire du Trésor, proche d'Hillary Clinton et ancien président d'Harvard, a dénoncé un macartisme qui se met en place contre pour faire taire la critique du gouvernement israélien. À Hollywood, on a vu plusieurs acteurs. Donc il y a Melissa Barrera, une des stars de la franchise Scream, qui a été licenciée, si j'ai bien compris, en tout cas qui n'est plus, a perdu son emploi dans cette franchise. Il y a Suzanne Sarandon, donc c'est une actrice oscarisée qui était Grande actrice. grande actrice qui avait soutenu Bernie Sanders, donc elle est aussi engagée à gauche et qui, elle, a été licenciée, entre guillemets, de son agence. L'agent de Tom Cruise qui a perdu son emploi et qui a été un peu sauvé par Tom Cruise, justement, parce il avait fait un tweet ou un post sur Instagram. Et souvent, on voit, donc il y a aussi l'auteur, on pourrait mentionner l'auteur Ta-Nehisi Coates, qui est un auteur très en vue, qui a écrit aussi dans The Atlantic et le New York Times, et qui est d'origine afro-américaine, donc qui est aussi assez engagé sur la cause de la justice raciale aux États-Unis, et qui a aussi subi des pressions et des menaces. Donc on voit qu'il y a cette ambiance qui se met en place, et les gens qui sont ciblés, quand on regarde les propos qui sont tenus, on les accuse de soutenir le Hamas ou d'être contre les Juifs en général ou l'État d'Israël, alors qu'en fait leurs propos, c'est surtout des propos qui dénoncent le risque de génocide ou qui critiquent la réponse militaire
de Netanyahou ou qui apporte un soutien au peuple palestinien. Mais il n'y a pas du tout de propos qui soutiendraient le terrorisme ou le Hamas. Donc il y a ce manque d'espace pour parler. Dès qu'on dit un peu quelque chose dans ces milieux qui peut être, qui s'apparaît à un discours pro-palestinien ou critique d'Israël, on risque directement d'être ciblé comme ça. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y avait par exemple l'actrice Patricia Heaton qui, elle, a relayé des théories complotistes comme quoi les civils palestiniens, pardon, étaient des acteurs qui faisaient semblant d'être blessés et qu'en fait c'était filmé, qu'il n'y avait pas de mort civile, que c'était juste des acteurs. Bah, elle a aucun problème pour continuer à tenir ce genre de discours. Donc il y a vraiment ce deux poids deux mesures qui s'exerce sur le monde de la culture. Il y a aussi une agence importante qui vend des œuvres d'art, donc plutôt de la peinture, de la sculpture, des choses comme ça, qui a subi des grosses pressions suite à des posts, il me semble des posts sur les réseaux sociaux de mémoire de certains de ces artistes pour que ces artistes-là soit perdent accès au studio et à l'agence, soit retirent leurs propos. Donc il y a cette ambiance comme ça dans le monde de la culture un peu. Et puis on voit aussi ça après dans d'autres sphères. Donc celle qui est la plus importante, c'est vraiment les campus américains au final. Alors justement, on parlait lors de notre dernier rendez-vous déjà de l'agitation sur les campus, mais il faut quand même qu'on mette au point quelque chose. Alors que la polémique franco-française s'est appesantie sur des sornettes comme la finance juive, ben, en fait, on peut dire que ce ne sont pas des Américains juifs qui exercent le plus la censure dont tu parles. Les Américains juifs de gauche sont victimes de cette censure et sont quasiment traités d'antisémites, tandis que en réalité, c'est l'Amérique de droite, l'Amérique républicaine extrémiste, donc l'Amérique, une Amérique chrétienne qui en réalité tient les ciseaux de la censure. Ouais, disons que il n'y a pas de. Enfin, il y a aussi des personnes des milliardaires qui sont plutôt de confession juive, qui aussi exercent des pressions, mais c'est pas un bloc monolithique qu'on pourrait dire. C'est surtout en fait les gens qui ont du pouvoir et qui sont riches et qui sont plutôt à droite sur l'échiquier politique. Après, les confessions, c'est vrai qu'aux États-Unis, le soutien à Israël s'exprime plus fortement dans ce qu'on appelle la droite évangéliste et la droite, les chrétiens intégristes qui eux sont plus que les Américains juifs, qui eux par contre votent majoritairement démocrates à 70-75% et qui sont plutôt sensibles à la cause palestinienne. Donc c'est pas vraiment un problème voilà, d'ethnicité ou de choses comme ça, c'est plutôt un problème de où est le pouvoir et l'argent. Et donc, à ce niveau-là, bah, la censure va s'exercer aussi parce que c'est des gens qui ont des intérêts économiques qui n'ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, mais qui du coup, sont dans cet axe politique de droite qui, du coup, exerce ce genre de pression. Et on l'a vu aussi dans la presse, où il y a plusieurs journalistes donc de la chaîne plutôt progressiste MSNBC qui ont été retirés de l'antenne. Un journaliste anglais, Mehdi Hassan, qui avait une émission très relayée sur les réseaux sociaux où il a des interviews où il met en difficulté à chaque fois ses invités. Donc il est très connu pour ça. Et c'est vraiment un des rares dans les médias américains qui est à ce point-là offensif avec ses invités. Et donc qui était plutôt soutenait aussi la cause palestinienne et qui a perdu son émission. Donc on ne sait pas trop si c'est à cause de ça ou pas, ou si c'est aussi simplement parce qu'il mettait en difficulté souvent les milliardaires qu'il recevait sur l'antenne, les élus démocrates plutôt proches des lobbies financiers, les élus républicains qu'il attaquait aussi et mettait en difficulté. Donc c'est des fois un peu un prétexte pour exercer des pressions sur un camp politique. Revenons donc sur l'ambiance dans les campus américains, l'agitation sur les campus. On a vu des images assez stupéfiantes de la présidente de Harvard refusant de se prononcer sur le fait que l'appel au génocide des Juifs relevait du harcèlement. Appeler de façon explicite au génocide des Juifs, est-ce pour vous une forme de brutalité ou de harcèlement ? La rhétorique antisémite, quand elle se traduit ensuite dans les faits, sous la forme d'agression,
de harcèlement ou d'intimidation est à ce titre passible de poursuite et c'est ce que nous faisons. Alors votre réponse est oui, au fait que l'appel au génocide des Juifs viole le code de conduite de votre établissement. Je ne me trompe pas. Encore une fois, cela dépend du contexte. Ça ne dépend pas du contexte. La réponse est oui et vous devriez démissionner. Vos réponses sont toutes inacceptables. Chris, en France, on ne comprend pas très bien cette séquence. L'Amérique est-elle devenue folle? C'est vrai que ça choque un peu quand on n'a pas le contexte, et c'est une grosse polémique aux États-Unis maintenant qui est montée en épingle, bien sûr, par la droite et le camp pro-Israël, mais la droite en général. Et en fait, donc il y a trois présidents de grandes universités américaines qui ont été reçus au Congrès en audition à cause des problèmes récurrents sur les campus où, effectivement, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui tiennent des discours qu'on pourrait dire qualifiés de pro-Hamas, même si certains, hein, c'est marginal, mais en plus des manifestations en soutien de la cause palestinienne et pour dénoncer la politique de Netanyahou, il y a aussi des discours un peu qu'on pourrait qualifier du moins qui sont assez complaisants avec les actes commis par le Hamas. Et donc tout ça, ça a créé beaucoup de bruit et en fait déjà une mise en place d'une censure. C'est ce que dénonçait Larry Summers avec des listes d'étudiants qui ont été faites et transmises à des entreprises, à des PDG pour dire cela, il ne faudra pas leur donner, les embaucher après. Donc tout ça, ça fait vraiment penser à du macartisme. Et l'aboutissement de ça, ça a été donc la convocation de 3 présidents d'université au Congrès pour une audition sous serment. Et le clip qui a été énormément partagé, c'est la séquence où on leur demande si le fait d'appeler au génocide des Juifs serait contraire au règlement interne de l'université. Alors, à chaque fois, les réponses, ça a été ça dépend du contexte. Et ça, forcément, ça choque. Et il faut un peu expliquer pourquoi. Donc, d'abord, il faut savoir qu'a priori, il n'y a aucun appel au génocide qui a été formulé sur les campus en question. C'est ce qu'une des présidentes avait rappelé au début de son intervention. C'est plutôt des gens qui vont assimiler des propos, comme par exemple libérer la Palestine, au fait que ça serait un appel au génocide. Donc, du coup, il y a déjà beaucoup d'interprétations et de flou sur ça. Donc, c'est pas forcément, il n'y a pas, à ma connaissance du moins, eu de ce genre d'appel sur les campus. Ensuite, la réponse qui pose problème, c'est le fait de ne pas vouloir reconnaître que s'il y avait cet appel, ça serait considéré comme du harcèlement ou quelque chose qui enfreindrait le règlement des campus. Mais en fait, la position des présidents d'université, elle s'explique par le fait que c'est des universités qui partiellement dépendent des fonds fédéraux, ce qui veut dire qu'ils doivent respecter la législation et la jurisprudence sur le premier amendement qui protège la liberté d'expression. Et donc, qu'en fait, cet amendement interdit ou protège la liberté d'expression, donc il n'est pas possible de punir un discours, à moins que ce discours soit une incitation à passer à un acte violent très rapidement, susceptible d'inciter ou de provoquer une action violente imminente. Donc ça, c'est la jurisprudence, c'est ce que rappelait le journaliste Sébastien Natwall sur Twitter récemment. Et donc, c'est un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas de cette sensibilité, qui n'a pas la culture de la liberté d'expression à l'américaine. Mais on voit que ça même aux États-Unis, ça pose problème parce que il y a maintenant des démocrates qui ont demandé à ce que ces présidents d'université démissionnent. Et il est probable que celle de l'université de Penn, de Pennsylvanie, perde son poste à cause de ça. Elle a fait une vidéo pour recadrer sa position suite à l'intervention. Donc on voit que ça pose quand même des frictions, quoi. Est-ce que quelque part, la peur justement de l'avenir de cette guerre, c'est-à-dire la peur des conséquences morales terribles d'une épuration ethnique, d'actes considérés comme des actes de génocide, est-ce que cette peur-là n'est pas également une des clés d'explication de la volonté de censurer qui s'empare des États-Unis, qui sont traditionnellement un pays de la libre expression? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est marquant, c'est le décalage complet entre la censure s'exerce surtout par les gens qui la dénonçaient jusqu'à présent, c'est-à-dire tout le mouvement qui parlait de cancel culture
et anti-woke. Et donc, il y a vraiment un virage à 180 degrés, même s'il faut savoir que c'était déjà quelque chose qui s'exerçait depuis déjà plus de nombreuses années, où il y avait un peu une sorte d'exception dans la liberté d'expression quand ça touchait à la cause, au conflit israélo-palestinien, avec déjà par le passé, et ça avait été le cas en 2021 quand il y avait eu l'intervention militaire à Gaza, où on avait déjà des exemples de pression sur les universitaires et ainsi de suite. Mais là, ça prend une ampleur beaucoup plus importante parce que le conflit lui-même, comme tu le dis, est assez traumatisant. Mais donc il y a ce décalage avec le discours surtout des républicains qui passent leur temps à fustiger la cancel culture, le wokisme qui viendrait de la gauche et qui là sont en train de faire exactement ce qu'ils reprochent aux autres d'habitude. Et puis il y a aussi un décalage entre la perception qu'il y aurait des problèmes d'antisémitisme qui existent, bien sûr, mais qui ne sont pas nécessairement les plus prégnants dans les campus, et la réalité. En fait, il y a des études qui viennent de sortir. Donc, les enseignants en université ont expliqué dans un sondage qu'il y avait à peu près 2 fois plus on leur a demandé est-ce que l'ambiance est antisémite ou anti-musulman, comment vous percevez les ambiances dans les campus. Il y a 17% qui ont dit qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, contre 41% qui ont dit qu'il y avait beaucoup d'islamophobie ou de pratiques dénonçant les musulmans. Et de même, il y avait ils estimaient qu'il y avait 36% des enseignants qui ont dit qu'il y avait une forte critique d'Israël, donc une critique d'Israël 2 fois plus importante que ce qui pourrait s'assimiler à l'antisémitisme. Donc déjà, on voit qu'il y a un décalage en fait entre ce qui est perçu comme de l'antisémitisme et ce qui est une critique d'Israël, ce qui est la même chose. Voilà, exactement. Et puis en même temps, il y a 2 fois, et c'est pareil, le discours anti-palestinien, c'est 50% des enseignants qui estiment que c'est très présent sur les campus. Donc on voit qu'il y a plus on va dire, de problèmes avec l'islamophobie, si tu veux, pour faire simple, que l'antisémitisme sur les campus américains. Mais on ne parle pas de ça. Il y a 3 jeunes étudiants dans le Vermont qui ont été blessés grièvement par balle aux abords de leur campus par un homme armé à cause du fait qu'ils portaient le vêtement palestinien. Il y a eu différents problèmes comme ça. Il y a un enfant qui a été poignardé aussi. Donc, on voit qu'il y a un peu un deux poids, deux mesures aussi. Oui, qui est malheureusement, oui. Et donc il y a un peu ce 2 poids, 2 mesures à ce niveau-là. Ouais. Alors, nous, d'ici, on a l'impression que les médias anglo-saxons et même les médias américains racontent plus d'histoires qui mettent en cause Israël que les médias français. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a une sorte de biais introduit par les vidéos qui font le buzz, mais nous, on n'a pas forcément l'impression qu'il règne une atmosphère où des choses ne peuvent pas se dire. On a l'impression qu'en France, c'est pire. Alors peut-être que ce sont des biais. Il y a peut-être un peu des biais, mais c'est vrai qu'il y a quand même, comme aux États-Unis, on le disait la dernière fois, il y a le panel, le paysage médiatique est plus diversifié. Il y a aussi des émissions, y compris sur CNN ou MSNBC, où effectivement les porte-paroles de l'armée israélienne sont remis en cause fortement. Et puis il y a beaucoup de reportages de terrain qui montrent aussi l'horreur des combats à Gaza. Donc, mais je pense qu'il y a quand même un peu un biais du fait qu'on c'est surtout ces clips-là qui sont ensuite relayés sur les réseaux sociaux, alors que la couverture médiatique, généralement, il y avait eu des lettres de protestation des associations de journalistes qui disaient que c'était trop biaisé aussi. Donc, il faudrait nuancer ça, ouais. J'aimerais qu'on aborde pour finir la guerre de l'intelligence artificielle qui passionne l'Amérique avec en toile de fond la crise de OpenAI, la firme qui a créé ChatGPT et qui défraie la chronique. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les personnages de cette guerre? Alors c'est intéressant parce que voilà, OpenAI, c'est vraiment l'entreprise qui a mis au point ChatGPT et qui est un peu à la pointe, au moins dans la perception de la recherche et du développement sur l'intelligence artificielle. Et au départ, c'est une entreprise qui a été fondée par les fonds de différents milliardaires et investisseurs, en particulier Elon Musk. Et donc, la mission de cette entreprise qui a été placée sous la direction de Sam Altman, c'était d'avancer
et de développer une intelligence artificielle qui est la capacité cognitive d'un être humain. Donc quelque chose, c'est ce qui en général fait peur, quoi. C'est-à-dire qu'elle soit capable de penser par elle-même, etc. Et alors c'est un terme assez mal défini, donc certaines personnes vont interpréter ça différemment. Mais Sam Altman, par exemple, il disait que le niveau d'intelligence, ça serait celui de quelqu'un que vous pourriez embaucher pour travailler pour vous. Donc ça relève déjà d'un gros différentiel par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et cette entreprise avait été créée comme une entreprise à but non lucratif, et avec cette idée que c'était pour le bien de l'humanité, on allait essayer de développer une intelligence artificielle cognitive, si tu veux, mais qui serait conçue d'une manière à respecter les valeurs humaines, et donc que ça serait une manière de protéger l'humanité d'une dérive qui pourrait advenir s'il y avait une intelligence artificielle qui aurait été mal conçue et qui du coup pourrait commencer à menacer l'avenir de l'humanité. Donc ça, c'est un peu le départ. Mais ensuite, comme ils ont commencé à progresser beaucoup dans les recherches, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, il y a eu une première étape où Musk a voulu prendre le contrôle de l'entreprise. Et à ce moment-là, le conseil d'administration a dit non. Et donc, du coup, Musk a quitté l'entreprise et n'a jamais mis les milliards qu'il avait promis. Donc, du coup, OpenAI s'est retrouvé avec un gros problème de manque de fonds, parce qu'il y avait tous les serveurs, la recherche à payer, mais les serveurs et les qui stockent et qui génèrent les data, les données, donc qu'il fallait payer. Donc, du coup, ils avaient un gros problème de fonds. Et c'est là qu'est arrivé Microsoft, avec en gros, ils ont mis 10 milliards sur la table. Et ça, mais la condition, c'était aussi de changer un peu l'architecture de gouvernance de l'entreprise et surtout donc de créer une filiale qui, elle, puisse générer du profit. Donc, ça a commencé déjà à changer un peu l'orientation de la boîte. Et ensuite, donc Sam Altman du coup s'est retrouvé avec très, très peu enfin, quasiment avec les pleins pouvoirs, si tu veux. Et il a commencé à entreprendre beaucoup de choses. Donc, c'est là qu'est apparu que ChatGPT a été mis sur le marché. Et lui, il était en train de lancer tout un tas d'initiatives pour récupérer des fonds avec l'Arabie Saoudite, peut-être mettre en place une propre infrastructure en termes de processeurs et de stockage de données pour pour diversifier et moins dépendre des Américains, enfin de l'infrastructure dans la Silicon Valley. Et tout ça, ça aurait créé une perception, enfin ça aurait braqué en fait le conseil d'administration de l'entreprise. Donc il y avait en fait, il y a eu deux logiques qui se sont affrontées, si tu veux. Il y a la logique prudence, où on se dit il ne faut pas que le développement se fasse trop vite, il faut mettre des garde-fous, des régulations, des choses comme ça, et avancer pas à pas, doucement, et pas dans une logique de profit immédiat. Et puis, il y a la logique Sam Altman, c'était on développe tout azimut, tout de suite, maintenant on récupère plein de fonds et on y va. Et donc, Sam Altman a été d'abord viré, puisque c'est la seule chose que peut faire le conseil d'administration. En fait, c'est soit le virer, soit le garder. Ils ont pas d'autres, ils peuvent pas faire autre chose que ça. C'est leur seul levier. Donc, ils ont tenté de le virer, mais ça a créé un énorme retour de bâton. Il y a tous les ponts de la Silicon Valley qui se sont émus de son licenciement. Il y a les employés, puisqu'en fait, il avait placé des employés qui lui étaient fidèles dans tous les échelons importants de l'entreprise. Et ces employés comme l'entreprise devait être valorisée à hauteur de 86 milliards par des fonds d'investissement, bah, ils allaient avoir leur stock options qui allaient augmenter énormément. Donc, les employés avaient un énorme conflit d'intérêts, où ils avaient intérêt à ce que Sam Altman reste dans l'entreprise, parce que s'ils partaient, la valeur de la boîte risquait de chuter, et du coup, ils ne récupéraient pas leur bonus, quoi. Donc, il y avait aussi un côté monétaire qui a été souligné par Martine Orange dans Mediapart et le Financial Times, qui explique aussi un peu qu'il y a eu un bloc, en fait. Les employés de la boîte qui ont menacé de démissionner et d'aller chez Microsoft, Sam Altman qui a menacé, qui en gros a dit qui a commencé à entrer en discussion et quasiment dit qu'il allait être embauché chez Microsoft. Donc tout ça a créé un énorme bras de fer, et en fait le conseil d'administration d'OpenAI a fini par céder. Et donc Sam Altman est maintenant revenu dans l'entreprise. Et maintenant, il y a plus de. Et donc, le conseil d'administration s'est séparé des personnes qui lui étaient hostiles. Et ils ont ramené Larry Summers, encore lui, qui donc n'est pas connu pour être particulièrement soucieux de protéger les conséquences néfastes du néolibéralisme. Et donc, tout ça, ça fait que maintenant, à OpenAI, on a une entreprise qui est complètement embarquée, pratiquement, dans la poursuite du profit immédiat et le développement le plus vite possible de l'intelligence artificielle, quelles que soient les conséquences. Alors, l'utopie a duré quelques temps et elle n'a pas duré très longtemps, et on est retourné à une affaire de business as usual. Alors est-ce qu'on peut craindre que justement cette logique folle
de la prise en main de l'intelligence artificielle par la Silicon Valley et par le monde de l'argent nous conduisent à un avenir sombre, d'autant plus que manifestement en Europe, il n'y a pas d'alternative. Ce qui est un peu, enfin, là où il faut mettre des bémols, en fait, à mon sens, c'est qu'on entend beaucoup l'histoire, et c'est ça qui est assez paradoxal avec OpenAI, c'est que les deux camps qui se sont affrontés sont tous les deux plus ou moins persuadés qu'ils ils sont assez proches du fait de réussir à mettre au point une intelligence artificielle consciente et que ça serait très dangereux. En fait, quand on parle beaucoup aux spécialistes qui ne sont pas directement investis et qui n'ont pas de conflit d'intérêts dans leur discours, les universitaires, etc., eux, ils disent au contraire qu'on est très très loin de ce type d'intelligence artificielle, mais par contre, que les intelligences artificielles qui sont mises en place maintenant, du type ChatGPT, eh bien, ont des impacts négatifs très importants sur la société, potentiellement. Donc, on pense éventuellement aux pertes d'emplois dans certains secteurs, mais on pense aussi à la manipulation d'informations, à la modification du rapport au travail. Donc, parce que les pertes d'emplois, c'est une chose, mais le fait d'avoir des emplois qui sont privés d'une partie de leur sens, où les conditions de travail sont beaucoup plus difficiles pour les employés. Donc, en fait, il y a un peu cette déconnexion entre les gens qui sont à Silicon Valley, qui sont assez perchés et qui pensent vraiment qu'on est sur le point d'avoir l'intelligence artificielle qui va tout gouverner, et puis les gens un peu plus rationnels qui voient ça comme un outil avec des répercussions sociales plus ou moins positives. Et c'est ça qui inquiète plutôt les intellectuels qui réfléchissent à ces sujets de manière désintéressée. Alors que quelqu'un comme Sam Altman, il a intérêt à présenter ChatGPT comme quelque chose d'extraordinaire, qui est quasiment conscient, parce que du coup, ça augmente énormément la valeur de l'entreprise, ça lui permet de récolter plein de financements, et puis ça permet de trouver plein de clients. Mais est-ce que quelque part, on a quelque chose à redouter en termes de souveraineté, cette évolution technologique qui est concentrée une fois de plus d'une petite partie des États-Unis? Oui, bah ça c'est évident. Et puis il y a l'aspect, les brevets, tout ça, les algorithmes qui sont mis en place, et puis il y a l'infrastructure derrière. Et on voit que Microsoft, en fait, ils sont pas, c'est pas tant qu'ils veulent, et il y a la course derrière avec Google, Facebook, et puis même l'entreprise de Musk maintenant, xAI. Donc tout ça, il y a cette course au logiciel et aux algorithmes et d'intelligence artificielle d'un côté, et de l'autre, il y a toute l'infrastructure, parce que c'est extrêmement gourmand en données, en capacité de calcul, qui se met en place. Et donc Microsoft, eux, ils sont plus dans cette logique, en fait, enfin, en tout cas, ce que disaient certains analystes critiques de la Silicon Valley, c'est qu'eux, ils ont commencé à énormément étendre leur data center, et toute leur infrastructure, pour le coup, où c'est des câbles et des processeurs, quoi. Et donc là, il y a un intérêt pour eux à ce qu'on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, qui est extrêmement gourmande en énergie. Donc, il y a aussi cette question de l'environnement, etc., pour récolter de l'argent sur l'infrastructure elle-même. Et l'infrastructure, si elle est à la Silicon Valley, en Arabie Saoudite, etc., elle ne sera pas en Europe, effectivement. Et ça, c'est un vrai problème de souveraineté. Souveraineté pour l'Europe, mais souveraineté pour d'autres endroits dans le monde aussi. Merci, Chris. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission, le média, votre média, et aujourd'hui, la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les gros distributeurs de box comme SFR ou Bouygues. Nous devons aussi étoffer nos programmes pour tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. C'est la fin de l'année et comme de nombreux médias indépendants, nous sommes enfin en campagne de fin d'année pour nous permettre de survivre et de nous développer en 2024. Faites-nous des dons défiscalisés à hauteur de 66% pour celles et ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Faites-nous des dons mensualisés ou abonnez-vous. Tout ça sur le mediatv.fr/soutien. Haut les cœurs, on y arrivera.